OK, je crois qu'on est live. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui, pour, cette présentation de la part d'Enercop en fait sur, un sujet assez global de l'énergie et là plus spécifiquement aujourd'hui à destination, des commerces, qui se posent un petit peu la question de savoir, quel fournisseur d'électricité choisir, mais aussi quelles sont un peu les actions, à lancer de leur côté pour, maximiser un peu leur impact énergétique et dans une optique aussi de durabilité, de sobriété. Tout au long de la présentation, n'hésitez pas à interagir avec nous, dans le chat. On a une collègue qui va prendre le temps, de vous répondre s'il y a des questions techniques et on prendra un temps à la fin pour une session un peu plus, poussée de questions-réponses si certains veulent, approfondir. Donc aujourd'hui, nous sommes 3 pour présenter et je vais laisser rapidement mes collègues dire quelques mots sur eux-mêmes. James, je te laisse la main. Ouais. Oui, super. Bonjour, donc James Cleaver, j'aurai l'occasion de le présenter plus en détail, mais je m'occupe du bureau d'études thermiques, à Enercop, National, pour la réalisation d'audits énergétiques. Bonjour, moi je suis Simon Kossubé, je suis le dirigeant d'Enercop Languedoc-Roussillon. On travaille beaucoup sur les questions d'équipements photovoltaïques en autoconsommation individuelle et collective. Et je vous présenterai cette partie tout à l'heure. Et donc pour ma part, Valentin Champion, j'ai rejoint Enercop Nord-Est, sur la partie plutôt, développement commercial et c'est moi qui vais vous présenter cette, première partie. C'est plutôt dédié donc, à, l'alimentation en termes d'électricité, renouvelable. Donc, peut-être un petit rappel, sur qu'est-ce que l'on entend en fait par, électricité renouvelable? En tout cas, nous chez Enercop, hein, il faut dissocier d'un côté en termes d'énergie ce qui est non renouvelable et ce qui ne l'est pas. En fait, un élément, un critère principal en fait, c'est tout simplement la disponibilité de l'énergie. Il y a des sources énergétiques, qui sont, disponibles, presque illimitées en fait, autour de nous. Par exemple, l'eau, le solaire, la terre, le vent en fait, que l'on va pouvoir, consommer de différentes manières versus, d'autres sources énergétiques, qui le sont moins. Du moins où la consommation en fait peut dépasser en fait la disponibilité, de cette source. Donc, en termes d'énergie non renouvelable, on va avoir d'un côté les énergies fossiles, donc, pétrole, gaz naturel, charbon, qui d'un côté en fait derrière, vont mettre plusieurs centaines, voire millions d'années à se renouveler, mais qui vont avoir aussi un impact en termes de production de gaz à effet de serre. Et puis de l'autre, plutôt le nucléaire, qui va être peut-être moins impactant en termes heu, de de consommation, de production, mais qui a quand même derrière en cycle d'approvisionnement en fait, notamment au niveau de l'uranium en fait, un impact sur cette énergie dite non renouvelable. Et donc de l'autre, effectivement, par énergie renouvelable, en fait, on va pouvoir retrouver, différentes sources. Par exemple, l'hydraulique, l'éolien, le solaire, le thermique renouvelable et les déchets. Et plus spécifiquement sur, la France, en fait, on va dissocier d'un côté la consommation et la production. Donc, on peut le voir en fait, hein, c'est pas parce que, d'un côté on a une grosse source de production sur une énergie, par exemple le nucléaire, que derrière on va consommer de la même manière. De même, par exemple sur le fossile, effectivement en France, on produit très peu en fait, d'énergie fossile. On va les utiliser très peu les utiliser, en production, mais par contre on va en consommer beaucoup. Ça s'explique aussi, hein, parce que derrière, on importe et on exporte finalement ces, différentes, sources énergétiques. On est sur un marché, européen, voire, international en fait. Donc, ça peut varier en termes de consommation et de production. Par contre, sur le renouvelable, on va avoir une consommation et une production un peu, à peu près, plus lissée, on pourrait dire comme ça, avec, finalement des sources de production qui tendent à se démocratiser ou en tout cas à augmenter au fur et à mesure des années, même si là, on peut le voir très récemment, il y a des contextes réglementaires qui peuvent, évoluer. Donc là, on vous a donné, un peu le mix, français en termes de consommation-production entre énergie non renouvelable et renouvelable en France pour 2023. À noter que forcément ça évolue beaucoup, d'une année sur l'autre. Donc voilà un petit peu pour, l'introduction sur l'électricité renouvelable. La question, c'est de savoir dans un second temps, c'est pour vous qui tenez un commerce ou qui travaillez dans un commerce, quels peuvent être l'intérêt en fait, les intérêts en fait, à travailler sur ce type d'énergie renouvelable?
Parce qu'on peut le choisir à titre personnel, hein, pour son logement en termes particuliers. Mais effectivement, quand un dirigeant ou une société, un commerce décide de basculer sur ce type de fourniture, ça peut présenter un certain nombre d'avantages. En premier lieu, par rapport aux clients, par exemple. Donc, en termes d'image, de différenciation par rapport peut-être à d'autres commerces, par rapport à un écosystème. Donc se dire en choisissant, différents fournisseurs, verts ou, avec certains labels, avec tout un écosystème, ça peut être valorisé auprès de clients, des clients qui sont de plus en plus sensibles, en France, particulièrement, sur ce type de sujet. Donc devenir un argument commercial en fait, hein, en valorisant, en travaillant avec nous, en achetant ce type de produit, vous valorisez après une charte de valeurs, de ce commerçant et puis après favoriser le développement d'économiques locales. Ça peut être un avantage aussi, à titre partenarial, c'est-à-dire vous, précurseur ou dans ce type de choix énergétique, bah, ça peut faire effet un peu boule de neige, se dire: «Bah, tiens, il y a d'autres commerces, qui vous voient en fait, vous fournir sur ce type d'énergie» et se dire: «Bah, tiens, on va faire la même chose». Que ce soit d'autres commerces, que ce soit d'autres entreprises et autres, c'est-à-dire que localement, ça peut avoir un impact et ça peut permettre en fait de démocratiser ce type d'usage. Et puis de créer tout simplement un réseau local en fait, hein. On peut le voir pour, le bio, on peut le voir pour certains labels, sur, l'économie sociale et solidaire. Donc en faisant ces choix-là, en fait, finalement, on crée une dynamique locale. Et enfin, ça peut être aussi tout simplement un intérêt, pour les salariés. Parce qu'on le voit de plus en plus en fait, effectivement de nos jours, on choisit un travail. Bon effectivement, il y a le salaire, hein, il y a les missions qu'ils vont proposer, mais de plus en plus on s'intéresse à l'écosystème dans lequel on va travailler. Et donc, bah, dans le cadre de travail, en fait, de dire qu'on a encore une fois, un certain nombre de valeurs et on va le valoriser, en fait, par, nos achats de fournitures d'électricité, ça peut être un item qui peut être pris en compte, en fait, par les salariés. Donc, plus généralement, en fait, ce choix peut avoir un certain nombre d'intérêts dans l'écosystème local. Ça, c'est pour les intérêts. Après derrière, hein, par électricité, renouvelable, en fait, on peut entendre différentes choses. Que ce soit dans le cadre réglementaire ou que ce soit après derrière dans l'argumentaire. Donc nous, on met, 3 points d'attention. C'est déjà l'origine de l'électricité, parce qu'effectivement, si on dit électricité verte, qu'est-ce que cela veut dire derrière? Et en fait, rapidement, quand on achète de l'électricité, on peut d'un côté acheter effectivement cette électricité. On parle, au niveau fournisseur, mais on va travailler aussi sur ce qu'on appelle des garanties d'origine pour dire: «OK, j'ai acheté de l'électricité ou je consomme de l'électricité et derrière j'ai la preuve en fait que cette électricité, elle vient bien d'une source d'énergie renouvelable». Mais cette source-là, elle peut être, en France, elle peut être à l'étranger, elle peut être sur différents, mix énergétiques. Donc le point d'intention, c'est de se dire: «Bah, tiens, on va essayer d'acheter de l'électricité et une garantie d'origine d'une source de production, locale, pas trop loin de chez nous, en France». Et pour ce faire, on peut travailler sur ce qu'on appelle le contrat direct. Le contrat direct, c'est un fournisseur qui va dire: «OK, j'achète de l'électricité sur cette source de production, mais je vais lui acheter aussi ses garanties d'origine». Donc vraiment de se dire: «Bah, tiens, on a cette traçabilité de dire, bah, j'achète à telle personne et je vais pouvoir revendre à telle personne et en capacité de le prouver» et après derrière de valoriser l'impact local. On peut aussi valoriser après les différents types d'installations, notamment, en termes de montage, juridique ou en termes de décisionnel. Par exemple, la gouvernance, de se dire: «Bah, tiens, moi, je vais valoriser, en fait, des sites de production où c'est un collectif citoyen ou en tout cas, une gouvernance locale impliquant, la collectivité, des entreprises, du secteur, un collectif citoyen». Et ça, c'est des points d'intention intéressants quand on va acheter, auprès d'un fournisseur. Après, on peut regarder aussi, quels sont les engagements du fournisseur de manière générale. De quelle manière il contribue à développer ses projets d'énergie renouvelable? Est-ce qu'il investit en propre? Est-ce qu'il, subventionne certains sites de production? Ça, c'est un point d'attention. Encore une fois, ça peut être aussi de dire quel type de projet on va valoriser. Par exemple, le soutien à des projets d'énergie renouvelable citoyens. Ça peut être intéressant. Et après, par exemple, quels sont ses engagements plus, sociétals, notamment, par exemple, en matière de précarité énergétique? Quelles sont les actions menées localement ou au national sur ce volet-là, en fait, auprès des publics un peu plus fragilisés ou sur des structures, en fait? Et le dernier point, c'est de savoir est-ce que ce fournisseur, ben, quelles sont les offres et services qu'il va proposer de manière générale? L'idée, c'est de se dire, un fournisseur un petit peu conscient va essayer de proposer une offre adaptée au type de consommation.
en fonction du profil, en fait. C'est pas de vendre, n'importe quel type de contrat, mais c'est de se dire: «Tiens, mon commerce, en fait, il a tel type de consommation la journée» ou peut-être que, j'ai une chaîne de froid, en fait, qui nécessite, un certain type d'approvisionnement. Quelle est notre capacité en tant que fournisseur à, proposer quelque chose d'adéquat sur ce type de consommation? Et d'apporter en parallèle, des conseils sur, la sobriété ou sur comment peut-être, aménager en fait, mon magasin ou mon entreprise pour, consommer le moins possible ou avoir une consommation, maîtrisée. Et puis enfin, bon ça après c'est plutôt sur les services, mais quel est en fait le service client que l'on va retrouver derrière? Donc voilà pour les différents choix d'électricité. Alors hop, j'essaye de passer le slide, il y a un petit temps de latence. Et donc, spécifiquement, nous, chez Enercop, effectivement, on va travailler sur ce mix énergétique. Donc là, on voit sur le côté droit un petit peu la répartition de la production par technologie, donc par technologie, hein, par source d'approvisionnement. On voit que dans notre mix énergétique, là, on voit en pourcentage, en fait, finalement, la répartition du mix. On a une grande part d'éolien, puis après, derrière, 16%, 14%, respectivement pour le photovoltaïque et l'hydraulique, et puis 0,2% de biomasse. Et on voit en dessous le nombre d'installations que ça peut représenter en France. Donc ça, c'est sur la partie mix et puis après, de manière plus générale, effectivement, il faut noter que nous, chez Enercop, on est un réseau, on est le plus important, en fait, réseau alternatif de producteurs d'électricité renouvelable. On achète sur un certain nombre de sites de production en France. Donc il faut dissocier l'achat, mais aussi après l'effet de détenir ou de codétenir, en fait, différents sites de production. Donc parmi ces sites de production, il y en a 47, en fait, qui appartiennent à Enercop en propre ou en tout cas des Enercop, locales ou nationales. Et ce qui représente en fait, par exemple en 2024, une production de 606 gigawattheures de ces différentes sources que l'on voit sur la droite. Et une certaine consommation, on a 35 gigawattheures produits par le réseau Enercop, en fait, directement. Et enfin, on voit la consommation de nos clients qui est de 573 gigawattheures. Donc l'idée, c'est de se dire que nos achats d'approvisionnement couvrent l'entièreté, voire plus en fait, de ce que consomment nos clients actuellement, nos clients qui sont des particuliers, des collectivités, mais aussi des entreprises de toute taille et notamment, des commerces. Parmi nos références clients, on travaille par exemple avec le réseau Biocoop, donc on travaille avec la majorité, enfin une très grande partie des Biocoop, en France, sur ce mix-là. Et donc, chez Enercop, en fait, derrière, en termes d'approvisionnement, on développe nos approvisionnements auprès de sites de production qui sont gérés par des collectifs citoyens ou des collectivités. Ça, c'est un peu dans notre charte, en fait, hein. Avant de regarder à qui l'on achète, on a une charte de valeurs, on a un cahier des charges, en fait, pour savoir quels sont les critères qui sont remplis, est-ce que l'on va acheter ou non, selon quelles conditions, à plus ou moins long terme. Et donc, on va essayer de valoriser plus spécifiquement ce qu'on appelle des projets citoyens. Parce qu'on considère que ça a un impact local, parce que ça rentre dans nos valeurs derrière. Et donc, Heu, c'est des projets locaux qui ouvrent en fait finalement leur capital, leur financement, voire leur gouvernance à l'écosystème local. L'écosystème local, c'est du collectif citoyen et tout l'écosystème. C'est pas de se dire une personne détient un site et va tout gérer, c'est vraiment, de manière collective localement, on va gérer l'impact que ça va avoir sur mon territoire et auprès derrière, d'un côté de l'approvisionnement et de la fourniture. À noter aussi, derrière, la collaboration étroite avec le réseau énergie partagée et donc avec tous les sites en fait qui peuvent en découler. Donc pour finir, on peut regarder en fait, chez un fournisseur, en fait, quelles sont les actions de manière générale ou ses engagements en matière de transition. Quels sont d'un côté les projets qui vont être valorisés? On a parlé, hein, des sites de production, mais c'est de se dire quelles sont les actions en fait que peuvent mener un fournisseur, son réseau ou ses clients, sur ces actions-là. Ça peut être des actions de sensibilisation, ça peut être, des aides, des subventions pour, acheter des équipements spécifiques. Bon là, on voit des vélos par exemple et donc soit Enercop peut ou le fournisseur peut donner en fait, des montants sur ces volets-là ou inciter son écosystème, ses producteurs, ses clients en fait, à flécher en fait, des montants sur ces différentes actions. Ça peut être aussi, par exemple, de regarder, le temps réel, entre production et consommation. Parce que spécifiquement sur l'électricité, on a des achats, plus ou moins long terme pour couvrir de la consommation plus ou moins long terme, mais finalement, la consommation, elle est vraiment, heu, elle bouge en fait, de demi-heure en demi-heure, voire de quart d'heure en quart d'heure, en fait. Et donc c'est la capacité finalement du fournisseur à couvrir en fait, toute cette consommation avec
les contrats, la garantie d'origine avec enfin la charte de valeurs que l'on a présentée précédemment. Et donc en fait aussi, dans un second temps, de calculer tout simplement, l'impact carbone en fait, du mix ou même plus localement en fait des structures. Qu'est-ce qu'on va mettre en place nous, en termes de société, de structure, sur ce volet-là? Et après de faire, des équivalences. Par exemple, on a parlé de nucléaire tout à l'heure, c'est, en valorisant finalement ces énergies renouvelables, quelle est la part de tonnes de déchets radioactifs que l'on a évité? Parce que ça, c'est quand même un volet, c'est-à-dire, heu, on entend souvent le terme décarboner en fait quand on parle de ces énergies-là. Décarboner effectivement, c'est en termes d'impact carbone, mais il faut regarder un petit peu aussi derrière, quel est le cercle enfin, quel est le circuit d'approvisionnement avec son impact économique, géopolitique, sociétal et après derrière, par exemple pour le nucléaire, qu'est-ce que l'on fait tout simplement des déchets? Et on sait très bien que, le stockage des déchets, radioactifs, c'est un vrai sujet et heu, ça a un impact derrière environnemental. Voilà de manière générale un petit peu sur l'aspect, purement fourniture, les points d'attention que l'on peut avoir sur la fourniture d'énergie renouvelable et je vais maintenant passer la main à mon collègue sur, la deuxième partie. Merci Valentin. Donc James, je vais prendre la suite, sur réduire les consommations énergétiques, de mon commerce. Donc comme je vous ai dit, moi je travaille au sein des services énergétiques. C'est une activité d'Enercop qui vise à accompagner ses clients dans la réduction des consommations d'énergie. Simon, juste après, vous parlera du volet, développement de projets renouvelables, mais il y a des bureaux d'études photovoltaïques, au sein du réseau d'Enercop et puis il y a une activité aussi, autour de la sobriété et de l'efficacité énergétique au sens de réalisation d'études, préconisation de travaux pour faire des économies d'énergie. Donc nous, on couvre le territoire d'Île-de-France, Centre Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et du Grand Est, avec des prestations de bureaux d'études thermiques. Là, vous retrouvez un peu une liste, des audits énergétiques de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, plutôt à destination de collectivités, quoique de la stratégie patrimoniale, donc une priorisation entre plusieurs bâtiments sur, quels travaux et quels sont les bâtiments plus prioritaires pour lesquels, mener, des actions, de l'assistance à maîtrise d'usage, je vais en revenir dessus, plus particulièrement et puis, bon, du diagnostic technique global, c'est de la copropriété, ça concerne pas le public présent aujourd'hui. Je vais être relativement succinct sur la partie travaux parce que, on a tout à fait conscience que des commerces, en général, sont locataires et ce sont des gestionnaires de biens qui vont faire les investissements importants. Donc je vais plutôt me focaliser sur les conseils en économie d'énergie et les outils développés par Enercop, qui sont, réalisables, appropriables par des locataires et pas forcément, à la charge de propriétaires au travers de gros investissements. Donc on va partir du plus simple, accessible, en termes financiers ou organisationnels et on va aller sur des choses un peu plus complexes. La première chose que j'ai voulu mettre en avant, c'est au sujet des éclairages. C'est quelque chose qui est c'est une problématique qui se comprend très bien du côté des commerçants parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de mise en valeur des produits au travers des dispositifs d'éclairage. Il y a d'ailleurs eu, au niveau national des programmes d'accompagnement, portés par des structures publiques sur cette thématique-là, donc on sait que c'est, quelque chose qui marche assez bien. Donc là, première chose sur les éclairages, on est sur l'utilisation des éclairages. Donc vous avez voilà, un premier conseil à propos du niveau de luminosité, nécessaire et donc vous pouvez jouer soit sur la puissance de l'éclairage, soit sur le nombre de lampes, de racks de lumière qui sont installés dans votre commerce et donc là, par exemple, n'en garder qu'un tiers qui vont être allumés. Il y a la question de la gestion du temps d'éclairage, en fonction des lieux, en fonction de vos horaires d'ouverture, en fonction des usages, en fonction de vos périodes dans la semaine, et notamment de la nuit. Et notamment sur cet éclairage nocturne, un petit rappel sur l'obligation d'extinction des vitrines des enseignes qui depuis le plan de sobriété de 2022 et les consignes du gouvernement a été un peu remis en avant. Donc, il y a à minima, sur tout le territoire français, une obligation d'extinction entre 1 heure et 7 heures du matin. Et en fonction des règles du règlement local de publicité, ça peut être étendu, de façon, plus ou moins large. Donc on vous invite à bien vous assurer d'être en capacité d'éteindre votre éclairage lors de votre fermeture.
Un autre aspect qui vient aussi, qui a une consommation importante, ce sont les équipements de froid. Donc là, on va penser au commerce alimentaire, bien entendu, mais ça peut aussi être du côté de la restauration ou des hôtels. Ce sont des équipements qui consomment pas mal d'énergie parce qu'ils ont une puissance, assez forte et ils sont utilisés et branchés en continu, ce qui va faire un bilan assez conséquent, sur ce poste-là. Donc là, sur ces appareils de froid, bon, un peu comme à la maison, voir quelles sont les consignes de température. Est-ce qu'on est plutôt, sur des frigos autour des entre 5 et 8 degrés? Est-ce qu'on est sur de la réfrigération à -18? Ne pas aller au-delà en termes de température, sinon vous allez consommer davantage. Il y a une question de où se trouvent les équipements de froid et notamment est-ce qu'ils vont être à côté d'équipements qui, eux, chauffent? Et donc là, il y a des découplages possibles, à imaginer pour éviter de devoir donner plus d'énergie à consommer si, votre frigo est à côté de votre four dans une cuisine, par exemple. Le dégivrage, un grand classique. Et puis, ça demande un peu de logistique d'organisation, mais on peut tout à fait imaginer que vous ayez avec vos armoires de réfrigération, des couvertures, alors soit des jaquettes spécialement dédiées, soit, simplement, des couvertures, un peu basiques à mettre, dessus et qui permettent de limiter les déperditions, notamment la nuit. Donc à voir en termes organisationnels si c'est possible pour vous. Et puis, toujours dans, les investissements, très faibles, la régulation, donc là, on parle plus de, la température du système de chauffage ou de refroidissement dans votre magasin. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir un sas qui va faire, une séparation entre l'intérieur et l'extérieur ou est-ce que vous donnez directement sur l'extérieur? Est-ce que vous avez la possibilité de fermer les portes? Ce qui est d'ailleurs là aussi une obligation qui a été rappelée au moment des plans de sobriété de 2022. Votre gestion de température, est-ce que vous avez un thermostat? Est-ce que vous pouvez de manière différenciée entre les espaces magasins-vente et l'espace pour, le personnel avoir, des températures, des plages d'horaires de température qui va être réglées de façon différente? Faire, ce qu'on appelle une cartographie énergétique de, bon positionnement de la température au bon endroit au bon moment. Et puis en cas d'inoccupation, essayer de réduire, voire de couper dans certaines situations. Et la question se pose de la même façon sur l'eau chaude sanitaire. Quels sont vos besoins réels d'eau chaude sanitaire? Quels sont les volumes des ballons à prévoir pour le stockage? Est-ce que vous faites de l'isolation de vos conduits? Tout ça, ce sont des opérations qui, pour certaines en plus, côté isolation, peuvent bénéficier de certificats d'économie d'énergie et ont un temps de retour sur investissement, un investissement assez faible et un temps de retour plutôt intéressant. Donc là, on parlait de sujets plutôt, organisationnels et on continue avec d'autres aspects en termes d'éco-gestes sur, la sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques. Alors moi, ce que j'ai envie de dire et ce qu'on essaye de développer côté bureau d'études thermiques, c'est pas tant de faire un rabâchage des éco-gestes, de façon assez, classique, mais plutôt analyser une situation, comprendre la façon dont vous travaillez et vous proposer, un mode d'organisation, des procédures qui sont adaptées chez vous. Et donc c'est pas simplement, faire des rappels très théoriques, mais plutôt concevoir un mode d'organisation. Donc ça rentre dans la partie sensibilisation du personnel. Sur le pilotage et le suivi de la consommation, sachez que les clients d'Enercop vont avoir à la fois, un accès à leur espace en ligne et des outils qui ont été développés pour pouvoir suivre les consommations, comparer par rapport à des, usages similaires, pour voir si vous êtes, au-dessus ou en dessous. Et puis, il y a également, donc des comptes rendus qui sont envoyés à nos clients particuliers trimestriels, pour, faire un bilan sur les consommations et leur conseiller, éventuellement de changer de contrat de fourniture si on se rend compte qu'il y en aurait un autre qui pourrait mieux correspondre. Je me permets de glisser également que, côté fourniture, on a développé des offres dites de flexibilité, qui, aujourd'hui, élargissent un peu l'éventail de, la façon de vous facturer de l'électricité et peut-être d'avoir des solutions, où, vous allez consommer à des moments plus pertinents pour le réseau et ça sera moins cher pour vous. Et dernier aspect sur, la consommation, on a également une équipe qui a développé ce qu'on appelle des optimisations tarifaires. Donc c'est le fait de pouvoir regarder votre consommation au-delà de simplement, vous proposer la puissance la plus adaptée. Il y a des choses dans une facture d'énergie qui s'appelle le TURP qui peuvent être modulées d'une certaine façon.
il y a une offre optimisation tarifaire quand vous êtes client commerçant chez Enercop. Et dans les autres usages, on va parler plutôt des équipements, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'en viens à des questions d'investissement. Alors là, on sort un peu du cadre des locataires et à vous de voir dans quelle mesure, c'est suffisamment important pour vous, pour que ce soit vous qui fassiez l'investissement et non pas le gestionnaire de biens. Donc, en ce moment, c'est dans l'actualité sur la climatisation. Il y a un certain nombre de dispositions, à la fois organisationnelles, mais également du matériel à aller installer. Est-ce qu'on va avoir des débords de toiture ou des sortes de rideaux qui vont pouvoir s'avancer sur la rue et permettre de masquer les fenêtres et éviter du coup qu'il y ait de la chaleur qui rentre à l'intérieur? Est-ce qu'on va pouvoir travailler sur des films solaires pour là aussi limiter l'entrée du rayonnement qui va venir chauffer? Et puis, quels sont les appareils qui émettent de la chaleur chez vous et qui pourraient, dont on pourrait réduire l'usage dans les périodes de canicule? Donc il y a toute une réflexion sur le rafraîchissement sans forcément aller sur des systèmes de climatisation ou éventuellement pour réduire le besoin de puissance de la climatisation et ne l'activer qu'au moment vraiment critique. Je vous l'ai dit sur l'éclairage sur le premier sujet, on part de l'usage et là on arrive sur est-ce que vous êtes amené à remplacer vos luminaires? Par quelle solution? Par de la LED de manière générale qui est aujourd'hui très très répandue. Et puis côté, réfrigération, est-ce que vous changez vos équipements? Est-ce que vous vous assurez d'avoir des portes qui puissent les fermer, réellement? C'est des investissements que vous pouvez faire pour réduire vos consommations. Sur le chauffage, vous pouvez au travers de la réalisation d'une étude thermique voir quel serait le système de chauffage le plus performant. Est-ce que, on a, du chauffage gaz? Est-ce qu'il existe un réseau de chaleur, urbain auquel vous pourriez vous raccorder, pas très loin? Est-ce que, vous avez, un thermostat programmable? Là, on vous parle chauffage, mais dedans, vous avez aussi la ventilation qui est un très gros sujet puisqu'il y a des enjeux de débit d'air et de qualité de l'air intérieur. Et donc quelle est la solution de ventilation que vous avez dans votre commerce? Notamment, un suivi du niveau de CO2 pour savoir et pour vos salariés et pour vos clients si vous êtes, dans des, niveaux, conformes ou, s'il faut revoir la ventilation parce qu'il y a une accumulation de CO2 trop importante. Et on en arrive à l'investissement le plus important, c'est est-ce que vous allez travailler sur ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment? C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous lancer dans des travaux d'isolation, des murs, de changement de fenêtres, de la toiture, du sol? Heu, Avant, on avait le volet, plus, système, technique, de ventilation, de chauffage. Nous, on est en capacité de réaliser des audits énergétiques et donc de vous orienter sur quel choix de travaux et on essaye, comme j'essaye de vous l'expliquer depuis 10 minutes, d'associer et le comportemental et les travaux. À nouveau, on a conscience que, vous n'êtes pas propriétaire pour la plupart, donc vous n'allez pas vous lancer dans ces opérations-là, mais ça peut être remonté auprès de votre gestionnaire, du propriétaire des locaux. Et puis, je vous l'ai dit rapidement, nous, on réalise aussi des études, on s'adresse aux copropriétés et on a, de temps en temps, des situations avec un commerce qui est au pied d'un immeuble de copropriété et donc là, ce qu'on vous conseille, c'est, de vous tenir informé un peu des opérations de travaux, qui sont envisagées par la copropriété et de peut-être profiter d'un moment où de toute façon un chantier aura lieu. Ça aura un impact sur vous, votre commerce. Si jamais il y a des travaux, d'isolation, qui vous concernent, de les combiner enfin de les avoir en termes de planning au moment où il y a les travaux sur la copropriété qui seront réalisés. J'en ai fini, je crois, de ma partie et je laisse la parole à Simon pour la production d'électricité. Ouais, merci James. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est 11h30, vous devez avoir les estomacs qui gargouillent. On va essayer de vous laisser un peu concentrer, mais moi je vais essayer de présenter quelque chose qui est de plus en plus important à mes yeux, en tout cas pour préserver nos entreprises d'un certain nombre de risques, d'un certain nombre de défis qu'on a en ce moment. Vous avez vu ce qui s'est passé ces dernières années sur
les prix de la facture d'électricité, voilà, on a connu 2 années avec des prix stratosphériques qui ont mis en danger nos entreprises, hein. Beaucoup de commerces ont même plié boutique à cause de ça. Donc nous, on est aussi dans une logique où ce qu'on aime faire, c'est pas simplement aller vers de l'énergie renouvelable, vers des choses plus qualitatives, mais c'est aussi permettre aux usagers, aux clients, aux particuliers, aux professionnels, aux collectivités de prendre la main sur leur énergie. C'est vraiment notre leitmotiv, si je puis dire. Et donc, on a différents outils hein, pour sécuriser tout ça, hein. James vous a parlé de ce qu'on fait en termes de réduction et de suivi, pilotage des consos, mais on peut aussi se sourcer soi-même. Voilà, donc c'est la partie que je vais vous présenter. Tout d'abord, quelques bonnes raisons hein, de faire ça. Ce que je viens de vous dire là, maîtriser, stabiliser la facture d'électricité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, on passe d'une situation où aujourd'hui vous pouvez avoir des engagements de la part des fournisseurs qui sont sur des durées entre 1 et 3 ans, on va dire. Mais sur le long terme, vous ne pouvez pas sécuriser auprès d'un fournisseur d'énergie le prix de l'énergie. Voilà, ça n'existe pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le marché de l'électricité a une cotation à horizon de 3 ans maximum. On ne peut pas voilà, voir plus loin sur le marché de l'énergie. Et donc mécaniquement, ça crée des contrats qui sont finalement assez courts si on veut se doter d'une stratégie énergétique à moyen terme. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir du coup passer d'un quelque chose qu'on ne maîtrise pas avec une variabilité à l'échelle annuelle à quelque chose où on peut avoir une vision sur 20 ans. Donc ça c'est ce sujet-là qui est derrière au niveau de la maîtrise et de la stabilisation. Alors ça ne veut pas dire que tout de suite là, ça va être plus rentable, plus intéressant. Ça se regarde au cas par cas en fonction de vos contrats, en fonction des factures, en fonction des prix de marché. Donc c'est très dur de dire en claquant des doigts, on va vous réduire votre facture d'électricité. Donc méfiez-vous aussi là-dessus. Il faut quand même pousser une étude technico-économique heu, pour s'assurer de ces éléments-là. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le second, c'est bah, si vous disposez d'un patrimoine bâti ou si vous et même si vous on va dire, avez des bonnes relations avec, votre bailleur, vous êtes même pas forcément obligé d'être propriétaire. Aujourd'hui, on a des solutions pour aussi les personnes qui sont dans des situations de location, de locaux professionnels. En tout cas, ça reste un argument excellent pour, la valorisation du patrimoine, pour, voilà, constituer un actif, qui a une valeur, financière dans les comptes des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu aujourd'hui. C'est, quelque chose qui aussi, devient, de plus en plus systématique. Voilà, donc c'est aussi un endroit où si on le fait pas, on prend du retard par rapport au reste du secteur. Voilà, donc là-dessus, pas systématiquement besoin d'être propriétaire non plus pour valoriser son patrimoine. Dans tous les cas, le sujet, c'est, d'avoir une bonne discussion avec, les personnes chez qui vous logez, si vous n'êtes pas propriétaire des murs. Voilà, la sécurisation de l'approvisionnement énergétique. Donc là, c'est pas la même chose que le premier point que j'ai cité, hein, puisque le premier point, c'était vraiment ciblé tarifaire. Là, on parle de sécurité en termes de de stabilité du courant qui arrive à votre prise. Voilà, parce que, bah, dans cette histoire de crise énergétique qu'on a connue en 2022-2023, on avait même, été jusqu'à alerter nos clients sur les risques réels de coupure pour manque de production, sur le réseau. Voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent advenir aussi, dans le réseau français, on est quand même fortement dépendant à l'électricité nucléaire. Ça représente à la louche, allez, au moins les 2 tiers de notre production d'électricité et donc on sait qu'aujourd'hui, on est sur un parc vieillissant avec, des problématiques structurelles, notamment, cette histoire de corrosion sous contrainte qui fait qu'on a un parc, qui est, fragile, qui peut être sujet à ce qu'on appelle des incidents génériques. C'est-à-dire s'il y a un incident sur un réacteur, en fait, potentiellement, il peut se produire sur un tiers du parc, en gros, il y a 3 modèles de réacteurs dans le parc et donc gréver tout de suite 20 de la production d'électricité française et nous mettre dans une situation de pénurie. Voilà, donc c'est un peu ce qui s'est passé en 2022-2023 qui a mécaniquement fait exploser les prix. Donc là, on se dit aussi, nous, que c'est important que chacun, puisse, à minima, produire une petite partie de son énergie, une grosse partie de son énergie, voire la totalité, même dans certaines configurations où il y en a même qui souhaitent se sécuriser jusqu'à aller installer des systèmes de stockage, pour produire la journée, consommer la nuit. Voilà, donc ça, c'est un élément aussi, important, mais bon, qui est peut-être pas déterminant aujourd'hui dans les choix que vous allez faire. Et puis, évidemment, l'image de marque aujourd'hui, je pense que tous les sondages et tout ressentent les Français, c'est que les énergies renouvelables sont
indépendantes, sont très intéressantes d'un point de vue structurel pour notre pays, qu'on a une très bonne image de marque des énergies renouvelables, hein. Tous les sondages montrent des 80-90% d'opinion favorable à ces énergies. Et donc, ça participe aussi de se dire, on est dans l'air du temps et on avance dans cette transition énergétique. Voilà, donc c'est un argument comme un autre, hein, mais voilà, ça peut rentrer à l'intérieur d'une stratégie plus globale autour de la responsabilité sociale de l'entreprise, autour aussi de sa stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des choses comme ça. Voilà, donc une fois qu'on se dit comment pourquoi le faire, maintenant comment on va le faire? Donc là, nous on a été très tôt sollicités par nos clients de la fourniture. C'est il y a plus de 10 ans à Montpellier, hein. Moi je suis basé à Montpellier. Hem Très vite, en fait, on a dû développer une activité de bureau d'études pour accompagner ces clients. Donc voilà, nous, on est aussi, pas dans la création de besoins, artificiels pour nos clients, mais plutôt dans la réponse à leurs besoins réels, concrets qui remontent du terrain. On a, de ce fait, développé, une offre de service de A à Z, c'est-à-dire, on a développé ça non pas pour produire des études, mais pour que les clients s'équipent. Voilà, donc on a commencé par se dire comment on fait, réellement, pour pas à pas amener, quelque chose qui soit, facile, à comprendre pour le client final, quelque chose qui soit, aussi, sécurisant, d'un point de vue, faisabilité, d'un point de vue, hem, cheminement étape par étape. Donc la première chose, c'est de commencer par une étude d'opportunité qui va regarder s'il n'y a pas des critères rédhibitoires. Aujourd'hui, là, après, 10 ans d'expérience, on a étudié plusieurs centaines de toitures dans la région, heu et même maintenant un peu partout en France, hein, puisque l'ensemble des régions s'est doté de bureaux d'études. On constate qu'il y a entre 10 et 20% des toitures qui sont équipables facilement, sans investissement, sans modification, pour des questions de charpente, pour des questions d'étanchéité, pour des questions d'isolation, d'amiante. Voilà, il y a plein de raisons freinent, limitent, voire empêchent le développement de photovoltaïque sur les toitures. Donc il faut quand même commencer par cette étude d'opportunité qui vérifie les critères rédhibitoires. Ensuite, on passe en faisabilité, c'est-à-dire qu'on va définir réellement ce qu'on peut implanter sur la toiture ou à proximité, hein. C'est pas simplement la toiture, on peut aussi envisager des petites installations au sol, des ombrières de parking, l'équipement en façade. Voilà, nous on travaille vraiment sur, pas juste, une typologie de toiture, mais vraiment qu'est-ce qu'on peut produire sur site pour se sécuriser. Une étude technique, c'est bien, mais ce qui va être déterminant, c'est, le modèle économique et d'être en capacité de produire une aide à la décision qui va, donner, selon les critères du maître d'ouvrage, parce que des fois on a des critères de sécurité de facture, des fois des critères de plus de rentabilité qui sont, arbitrés par, le maître d'ouvrage. Nous, on propose différents critères, mais, c'est quand même aussi un accompagnement où on sait que tout le monde n'a pas exactement les mêmes priorités. Donc voilà, on est capable aussi de s'adapter sur ces sujets-là. Donc on va produire un modèle économique. Est-ce qu'on parle de vendre, totalement la production? Est-ce qu'on parle de consommer une partie? Est-ce qu'on parle aussi de vendre à ses voisins dans une logique d'autoconsommation collective? Aujourd'hui, on a différents modèles économiques, juridiques et aussi de financement, qui peuvent exister. Donc ça, on détaille tout ça dans cette étude. Ensuite, une fois que, le maître d'ouvrage, arrive à se décider et se dit: «Bon, je vais me lancer». Nous, on va rédiger des cahiers des charges pour demander à des poseurs de faire des offres, toujours avec un certain nombre de critères qu'on va pouvoir arbitrer avec le maître d'ouvrage. Ensuite, on va sélectionner l'offre qui correspond, le mieux aux critères demandés et ensuite on va suivre, toute l'exécution de l'opération jusqu'à la mise en service et la levée des réserves. C'est-à-dire qu'on est vraiment là jusqu'au bout pour faire en sorte que ces installations soient, conformes, pertinentes et qu'elles tiennent leurs promesses. Et on sait que, voilà, plus c'est surveillé dans les phases de lancement, plus on a de chances que, sur le long terme, ça se passe bien. Voilà, donc faut dire que c'est quand même une technologie, une fois que c'est posé, c'est quand même très fiable, très stable. Donc le vrai travail, d'ingénierie et de surveillance, de qualité, il est quand même au début de de tout ça là, pendant la phase, conception et réalisation. Voilà, et dernier point, sur les opérations d'autoconsommation collective qui consistent aussi à embarquer des consommateurs dans un périmètre allant de 2 kilomètres en zone urbaine à 20 kilomètres en zone rurale, pour des installations là, on va dire
peut-être un peu plus grande, où il n'y aurait pas suffisamment d'autoconsommation sur site, eh bien, on va pouvoir intéresser des consommateurs autour de nous à partager cette énergie, à la consommer également. Et donc là, on a toute l'infrastructure numérique, juridique qui permet de rendre ça possible. Un petit exemple d'ailleurs à ce sujet, on a été, Enercop est impliqué dans, les 3/4 des opérations d'autoconsommation collective en France aujourd'hui, sur différents maillons de la chaîne, hein, que ce soit en tant que bureau d'études, en tant qu'opérateur, numérique pour le suivi des opérations, en tant qu'acheteur du surplus et ce qu'on appelle responsable d'équilibre ou agrégateur, ça dépend le jargon de chacun. Voilà, on est très impliqué sur ce sujet parce que pour nous, c'est aussi une nouvelle forme, de, production-consommation d'électricité qui nous paraît être très proche de notre objet social, de notre projet, d'entreprise qui consiste à, voilà, permettre aux citoyens, aux collectivités et aux professionnels de prendre la main sur leur énergie. Parce qu'on se doute qu'ils l'ont pas forcément eu par le passé. Voilà, donc là, une petite photo de la première réalisation qu'on a faite en 2018. Voilà, donc on a aussi, une antériorité sur le sujet, intéressante. C'est sur, le Biocop, de la petite bourgade de Saint-Affrique dans le sud d'Aveyron, où, donc cette toiture alimente le Biocop, mais aussi, la clinique vétérinaire voisine. Donc c'est un projet qui a été mené de bout en bout par nos copains d'Enercop Midi-Pyrénées. Voilà, et donc ça a été une belle aventure parce que là, on a vraiment essuyé les plâtres. Donc aujourd'hui, on a une bonne maîtrise de ces opérations-là avec, des choses qui permettent aussi de créer de la fidélisation client, de créer une dynamique, intéressante autour des magasins, puisqu'on vient parler aussi d'autre chose que ce que le magasin vend et ça donne, voilà, une dimension un peu tissu social, sociétal, qui permet, voilà, de décaler un peu les sujets, de recréer d'autres, centres de discussion, d'intérêt et de fidélisation aussi finalement peut-être pour vos magasins, hein, si vous en avez. Voilà, donc c'est aussi, une logique un peu différente. Voilà pour ces sujets, produire sa propre énergie propre, si je puis dire, excusez-moi du jeu de mots. Je vais vous parler un peu d'Enercop, dans les quelques minutes qui me restent pour vous, bon, j'imagine que vous avez commencé un peu à comprendre qui on est, comment on fonctionne, mais Enercop, c'est, un réseau de coopératives, qui grandit, avec le temps. On a une coopérative nationale qui a été créée en 2005 avec le métier de fournisseur d'énergie et puis depuis 2009, jusqu'à très récemment, on développe, des nouvelles coopératives régionales, dont les 2 dernières viennent de tout juste créer en Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté et moi j'ai créé la coopérative à Montpellier en 2012. Vous voyez que ça s'échelonne dans le temps avec, toujours une logique d'être en proximité avec nos partenaires qui est aussi une logique d'être, en proximité avec les besoins de nos territoires. Chaque territoire va aussi, pouvoir, comment dire? Proposer des offres, qui sont, heu relatives aux besoins observés sur son territoire. Par exemple, récemment, Hauts-de-France a développé, une plateforme de granulation pour vendre du bois énergie dans sa région. Il y a d'autres endroits où, Enercop exploite, des réseaux de chaleur, où on va, développer, voilà, de la vente de produits et services qui sont, très locaux. On va peut-être pas forcément retrouver partout. En tous les cas, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui est disponible partout en France et voilà, donc on a, une philosophie qui est cette proximité et aussi, nous sommes une coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre entreprise, c'est la propriété de ses clients, des salariés, des collectivités, des producteurs. Voilà, on n'est pas une entreprise du CAC 40, on n'est pas une, multinationale, on est une multirégionale, à visage humain et à taille humaine pour, voilà, essayer de proposer un service de proximité et on est assez fiers de ce qu'on fait, même si on n'est pas, voilà, on n'a pas changé tout le système énergétique, comme ça, on n'est pas des géants. On n'a que, entre guillemets, 100 000 compteurs approvisionnés, ce qui est déjà pas mal. Mais on a aussi, voilà, 60 000 personnes qui détiennent nos coopératives. On est en contrat avec 500 producteurs et on est, aujourd'hui un peu plus de 300 salariés dans nos différentes coopératives. Voilà, donc l'objectif, c'est de faire quelque chose qui a du sens, pas quelque chose qui est le plus, on va dire, le plus rentable possible. Ce qu'on veut, nous, c'est, avoir le meilleur service au meilleur prix pour nos usagers. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voilà, on a cette synergie d'activités entre la fourniture, les services, la production, une démarche globale intégrée, pour être, voilà, au plus pertinent par rapport à cette transition énergétique.
Et voilà, donc j'en arrive à la fin de la présentation, donc vous pouvez nous contacter. Ah mince, j'avais oublié cette diapo, pardon. Mais je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses là-dessus, hein. Peut-être ainsi un petit focus aussi sur Énergie Solidaire dont j'ai pas parlé. On a créé un fonds de dotation qui permet aussi de collecter des dons pour faire du micro-don sur facture ou collecter des dons de mécénat pour financer des opérations de lutte contre la précarité énergétique. Voilà, parce qu'on est aussi intéressé par l'engagement social, hein. On pense que la transition énergétique, si elle n'est pas juste, elle ne se fera pas. Voilà, et que ça peut pas être juste l'apanage de ceux qui ont les moyens d'investir et de dépenser de l'argent pour en économiser par la suite, mais il faut être aussi solidaire dans cette logique-là. Et puis on est aussi en connexion avec tout un écosystème coopératif sur d'autres activités qui visent à un peu transformer nos systèmes économiques vers quelque chose de plus vertueux. Voilà, peut-être on va se laisser aussi un petit temps pour les questions-réponses. Si vous en avez sur le chat, n'hésitez pas à nous en faire part. Je suis très content en tous les cas d'avoir pu vous présenter ces sujets-là et peut-être, si mes collègues vous vouliez, rajouter des choses à cette présentation, n'hésitez pas à le faire. Si peut-être, du côté du bureau d'études thermiques, je vous ai parlé rapidement, de l'offre, les prestations d'audit énergétique qui sont des méthodes assez, classiques, conventionnelles d'intervention avec, un peu des présupposés sur, beaucoup centrés sur les travaux. Nous, aujourd'hui, on est à la recherche d'acteurs qui aimeraient travailler plus le volet comportemental, sobriété, que j'ai davantage développé. Donc s'il y a des personnes qui veulent, envisager une intervention sur un commerce où on vient, s'immerger, comprendre le mode de fonctionnement et réfléchir à des solutions concertées avec les personnes, salariées, et dirigeantes, on est vraiment, preneur de, se faire de l'expérience dans ces configurations-là, et qu'on discute des montants pour pouvoir intervenir. Mais aujourd'hui, on sait qu'on en est vraiment qu'au tout début de cette philosophie en France de, pas uniquement audit basé sur les travaux, mais heu, conception de procédures, pour, faire de la sobriété et heu et on est intéressé pour travailler à un faible prix, sur, développer, ce concept-là. Allez, je termine sur, la partie purement fourniture cette fois. Effectivement, comme dit, en fait, hein, on est des référents commerciaux, par région. Donc là, on vous a mis un numéro de téléphone, une adresse mail un peu générique, mais n'hésitez pas à reprendre contact avec nous et on reroutera après vers le référent local sur le sujet fourniture effectivement, hein, sur les différents types de compteurs. Comme mentionné par, James, on a lancé depuis peu, différents types d'offres qui peuvent éventuellement s'adapter à votre différents profils. Donc voilà, on reste disponible pour discuter justement de ces différents aspects, sur la fourniture d'électricité. Je vois pas forcément de questions dans le chat, donc si pas d'ajout supplémentaire, je vous souhaite, à toutes et à tous un bon appétit sur ce temps de midi qui arrive et puis merci encore, d'avoir participé à cette présentation. Merci à vous. On reste dispo à l'avenir si vous avez besoin. Merci et passez une bonne journée.